Salut! Salut! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout à fait, pour la suite de notre partie 2. Alors aujourd'hui, la dernière fois nous avions vu que l'approche clinique avec le médecin gériatre et nous avions fini par dire que le médecin gériatre envoyait, s'il avait des suspicions sur une maladie Alzheimer, son patient vers des examens complémentaires. Qui sont donc la topographie, voilà, l'approche topographique et l'approche physiopathologique. Nous parlons une prochaine fois. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'approche topographique. Alors topographique, c'est vrai que c'est pas un mot très commun. Ça veut dire en fait quand on parle d'approche topographique, c'est qu'on va faire une sorte de cartographie anatomique. On va essayer de prendre les volumes de certains organes, certaines zones du cerveau. Donc là justement ça sera au niveau du cerveau. Donc peut-être peut-on commencer par l'IRM, parce qu'il existe deux techniques. Qui sont l'IRM dont je vais plus précisément parler, et l'autre, c'est le PET scan. Oui, le PET scan au fluor 18. dont Maxime parlera un peu plus tard. Donc l'IRM, qu'est-ce que c'est? Donc l'IRM, c'est une machine qui permet de réaliser en fait une image en 2D ou en 3D de l'intérieur du corps. Donc oui, j'ai oublié de rappeler précisément que l'IRM c'est une imagerie par résonance magnétique. C'est pour ça qu'on l'utilise particulièrement, donc on n'a pas besoin d'irradiation fréquente. Donc comme je l'ai dit, on a une vue en 2D ou en 3D de l'intérieur du corps, donc de façon invasive, et avec une relation contraste relativement élevée, c'est-à-dire qu'on va bien voir les zones pour étudier. Permet de déterminer la position exacte d'une lésion. Comme je l'ai dit, oui, pas d'irradiation. Très pratique. Pour ça qu'on intervient sur n'importe quel type de patient, que ce soit âgé ou que ce soit jeune. Et on peut réitérer l'examen plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, pas de problème. Donc on sait ce que c'est qu'une IRM, on peut parler du déroulement de l'IRM. Donc l'appareil comporte un aimant de grande puissance, d'où l'utilisation du terme magnétique dans l'IRM. Donc la technique consiste à faire vibrer les atomes d'hydrogène contenus dans les tissus. Et donc ces vibrations vont ensuite être captées par une antenne, l'antenne de l'IRM, et ensuite va être transmise en image sur l'ordinateur du manipulateur radio qui opère à l'examen. Et donc l'examen dure en général entre 15 et 20 minutes, et au fur et à mesure le patient est, on va dire, allongé, et au fur et à mesure progresse dans la machine. Voilà. Donc ensuite, pour finir, on va donc se demander pourquoi l'IRM avec Alzheimer. Donc pourquoi? Parce que on a vu que la maladie entraîne en fait de nombreuses déformations au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau régresse. Une atrophie du cerveau. Tout à fait, une atrophie du cerveau. Et donc, vu que les replis sont atrophiés, on voit que le liquide, le LCR, dont on va parler plus précisément après, dans notre partie, en fait, va se mettre dans ces replis, et donc on va avoir un contraste beaucoup plus élevé au niveau de l'IRM, et c'est ça qui permet de savoir si on a un début d'Alzheimer ou pas. Et on peut aussi voir le volume de l'hippocampe. Aussi, en même temps. Donc si plus l'hippocampe est atrophié, plus on va pouvoir dire que... On a de chances que la patiente soit atteinte de l'Alzheimer. D'accord. Peut-être maintenant pouvons-nous parler de la deuxième technique de détection selon l'approche topographique, qui est la technique de PET scan. Alors PET scan est en français TEP. Alors qu'est-ce que c'est TEP? C'est tomographie par émission de positons. Alors PET scan, on entend scan parce qu'en fait maintenant la TEP est toujours couplée avec un scanner. C'est ce que le médecin nucléaire nous disait la dernière fois, c'est qu'il maintenant ces machines étaient toujours couplées l'une avec l'autre. Alors comment marche cette machine? Alors simplement, cette machine va capter des photons émis par le corps. Alors comment ça se passe? Lors de l'examen, le patient va se faire injecter un traceur. Alors tout d'abord, il y a 20 minutes de repos, le patient se fait injecter un traceur. Ce traceur est un traceur radioactif. Après une heure après l'injection, le patient rentre dans la machine et la machine va observer l'émission de photons. Alors peut-être pouvons-nous déjà parler des traceurs qui sont injectés, et puis on arrivera à savoir pourquoi ces photons sont émis.
Alors ces traceurs, c'est tout simplement deux molécules qui sont couplées, un atome, une molécule qui va être radioactive et une molécule qui est consommée naturellement par le corps. Alors, quelle molécule ça peut être? Le sucre par exemple, pour le 18F-FDG, celui que je reviendrai un petit peu après pour l'Alzheimer, qui est important. Et bien en fait, la molécule de sucre est consommée de façon naturelle par les muscles, par le cerveau, et vient se fixer au niveau du cerveau. Et donc cette molécule de sucre, elle va être couplée avec un isotope radioactif, qui est le fluor 18 par exemple, ou autre, ça pourrait être le carbone 11, il en existe plusieurs. Donc on va coupler ces deux molécules, alors comme ça quand elles vont être injectées par voie intraveineuse, elles vont venir se fixer aux endroits que le corps va consommer, et grâce après à l'atome radioactif, il va y avoir une désintégration, et cette désintégration en fait va donner un positon. Ce positon va se balader dans la matière, et après 1 à 3 mm dans la matière, il va rencontrer un électron. Est-ce qu'il va donner... Voilà, c'est la rencontre en matière-antimatière. Les deux particules vont s'annihiler. Il y aura la naissance du photon. Et voilà. Et après annihilation, eh bien c'est création de deux photons qui partent de deux côtés opposés. Et c'est ces deux photons qui partent de deux côtés opposés que la machine va pouvoir capter. Alors je vais vous mettre une image tout de suite. Donc comme on l'a vu, deux photons sont captés par la machine qui partent de deux côtés opposés. Et en fait, ce que aussi le médecin nucléaire nous a expliqué la dernière fois, c'est que maintenant les machines deviennent de plus en plus perfectionnées. C'est ça. Et on a de moins en moins besoin de mettre de fortes doses, dans le corps du patient. Parce que les machines vont réussir, grâce à des formules un peu compliquées, notamment grâce au temps à laquelle le premier photon arrive et le deuxième, savoir exactement l'endroit où ces deux photons sont partis. Donc on a besoin de moins de substance. Alors après, donc l'injection d'un traceur va être différent selon l'examen qu'on veut pratiquer. Pour la maladie d'Alzheimer, selon l'approche topographique, on va utiliser un traceur qui s'appelle le fluor 18 FDG. Alors, qui s'appelle en fait le fluoro 2 désoxydéglucose, c'est le nom complet. Donc j'ai commencé un petit peu à en parler au début de mon explication. Ce fluor 18 est couplé avec du sucre. Donc le sucre est consommé par le cerveau. Donc le traceur va aller se fixer au niveau du cerveau. Et le fluor 18 va se désintégrer, comme je l'expliquais, pour donner un positon qui rencontre un électron qui s'annihile pour donner deux photons. Ce fluor 18, comment ce traceur, ce fluor 18 FDG, est-il fait? Comment est-il synthétisé? Eh bien c'est presque pareil pour tous les traceurs. En fait, on utilise un cyclotron. Un cyclotron, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse machine qui va, sur un atome cible, bombarder d'autres particules. Alors pour le fluor 18 par exemple, c'est un isotope de l'oxygène, c'est l'oxygène 18, qui est bombardé avec un proton. Quand il va être bombardé, ça va faire une réaction nucléaire et ça va donner du fluor 18 et un neutron. Et donc c'est ainsi que le fluor 18 va être fait, et ce fluor 18 va ensuite être couplé avec la molécule de sucre. Il nous faut aussi vous parler de demi-vie. Alors qu'est-ce que la demi-vie? La demi-vie, en fait, il faut savoir que ces éléments radioactifs se désintègrent chaque seconde, tout le temps. En permanence, ils se désintègrent. Et en fait, on parle de demi-vie, c'est le temps que va mettre la substance à perdre la moitié de son activité. Alors comment on pourrait expliquer ça simplement? On sait que la demi-vie du fluor 18 est de 110 minutes. Alors on va injecter au patient, au début, la substance, qu'on peut représenter ici par un camembert rempli. Après injection, 110 minutes plus tard, on va regarder le taux de la substance,
Et on a dit que sa demi-vie était de 110 minutes. Donc si on regarde 110 minutes plus tard, on va retrouver un camembert à 50%, comme ceci. Et puis 110 autres minutes plus tard, on retrouvera 50% des 50% du camembert, donc un quart Du camembert. de ce qu'il y avait au début, comme ça. Et si on voulait regarder 110 autres minutes plus tard, on aurait la moitié, de la moitié, de la moitié de ce qu'on avait au début. Voilà le principe de demi-vie. Donc, le Fluor 18 a une demi-vie de 110 minutes. Comment se déroule l'examen d'une... Alors, comment se déroule l'examen? J'ai commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais en fait, 20 minutes, pendant 20 minutes, quand le patient arrive, pendant 20 minutes, il doit être déjà à jeun et il va être mis au repos. Après ces 20 minutes, on va avoir injection du traceur. Puis après injection du traceur. Alors cet examen c'est pour le 18F-FDG. Hein. Il diffère selon les traceurs, c'est pas parfois différent. Alors 20 minutes à jeun, 20 minutes de repos, injection du traceur. Pendant 1 heure, le patient reste toujours au repos. Pendant cette heure, on va d'ailleurs calculer son taux de glycémie avant injection, après injection, plusieurs tests, mais il doit rester au repos. Au bout de cette heure, au bout de cette heure-là, en fait, 7 heures, le patient est mis dans la machine et on procède à l'acquisition des images qui durent à peu près 20 minutes. Donc pour un examen PET scan au Fluor 18, il faut compter bien 2 heures pour acquérir les images. Et une application avec l'Alzheimer, ça se passerait... Alors justement, comment ça se passe avec l'Alzheimer? Parce que c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit que le glucose était normalement dans le cerveau, était consommé normalement, naturellement par le cerveau. Alors comment ça se passe? Pourquoi on applique cette technique à la maladie d'Alzheimer? C'est simplement que quand ce traceur vient se fixer, si une certaine zone du cerveau sont mortes, eh bien elles ne consomment plus de sucre. Et c'est comme ça qu'on va voir les zones qui sont atrophiées, les zones mortes entre guillemets du cerveau. Donc un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, on va pouvoir voir grâce au PET scan les zones où le sucre est consommé. Donc vous pouvez voir beaucoup d'images sur internet et sur notre site, d'images de cerveau où tout est coloré, généralement c'est en rouge. C'est ça. Et des images, les zones où le cerveau n'est pas coloré, donc c'est parfois en jaune ou parfois en gris, on voit que ces zones ne consomment plus de sucre. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut faire attention quand on fait un diagnostic Alzheimer, c'est qu'il y a certaines zones qui sont pas touchées par l'Alzheimer. On en a déjà parlé, l'occiput et le pariétofrontal médian ne sont pas touchés, ces zones-là. Donc si on a un patient atteint d'Alzheimer, le spécialiste va regarder son PET scan et va regarder donc si ces deux zones ne sont pas touchées et si les autres le sont. Et c'est ainsi qu'on peut axer encore le diagnostic Alzheimer sans, comme on l'a dit, jamais pouvoir le dire à 100% que la maladie est présente. Salut à tous. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Oui, c'est la moitié, donc ça va se finir bientôt. Bientôt. On espère que vous aurez compris tout ce qu'on a essayé de vous expliquer. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le petit lien en dessous, de cliquer pour aller voir notre site et tout ce qu'on a fait. Salut. Salut.